Ça se passe près de chez vous. Ça se passe près de chez vous. Ça se passe près de chez vous avec Festivélo. Pour sa 7e édition, Festivélo revient à Lausanne du 1er au 3 novembre prochain avec un programme riche de 17 conférences et 12 ateliers dédiés aux aventures à vélo. Entre récits de voyages transcontinentaux et escapades locales, le festival offre une occasion unique en Suisse romande de découvrir le monde du voyage à vélo sous toutes ses facettes. Des workshops pratiques, une librairie spécialisée ainsi que des stands d'équipement complétant l'événement devenu un rendez-vous incontournable, j'y suis arrivé, pour les passionnés et les curieux. En cette ère de transition écologique, le voyage à vélo se positionne comme une alternative durable au mode de transport traditionnel et on en parle ce matin avec mon invité Edgar Aldiman Sandel. J'espère que j'ai bien prononcé. Bonjour. Oui, bonjour, correct. Comment allez-vous ? Très bien, merci pour l'accueil. Merci à vous d'être là ce matin pour nous parler de cet événement qui se déroulera, on l'a dit, tout prochainement, du 1er au 3 novembre, donc ce week-end du côté de Lausanne. Vous avez toutes les infos sur festivélo.ch. Petite question, vous êtes venu en vélo ce matin ? Alors malheureusement, j'ai pas pu venir en vélo, mais c'est normalement le vélo, je le fais au quotidien, oui. Ah, très bien. Vous avez triché alors pour ce matin. Aujourd'hui, j'ai triché. Voilà. Non, plaisante bien sûr. Merci d'être là pour nous parler de cet événement qui est de 7e édition, qui est un rendez-vous de plus en plus attendu. Et le vélo, j'ai envie de dire qu'il est de plus en plus à la mode. Oui, absolument. Le vélo, en fait, est une tendance de fond, en fait, et on en a besoin de plus en plus. On voit que finalement, face à différentes problématiques de congestion, etc., le vélo au quotidien est une alternative qui est vraiment importante, une option qui est vraiment importante. Bien sûr. Mais aussi, en fait, le voyage à vélo, et c'est ce pourquoi on est ici, et le voyage à vélo représente aussi une façon de questionner un tout petit peu nos vies. Donc, quelque part, on a cette frénésie quotidienne chez nous et ça nous permet un peu de sédimenter toute cette frénésie et revenir à des éléments plus essentiels, dormir, manger, rencontrer des gens, vivre en fait. Et c'est vraiment cette immersion finalement dans les sens qui apporte vraiment des émotions, qui écrit finalement les histoires de nos vies. Et c'est ça en fait le voyage à vélo, et c'est ce qui est le plus transformatif finalement là-dedans, c'est ce qu'on emporte aussi après à la maison quand on revient. Bien sûr, une belle expérience, une aventure aussi. Absolument. Carrément. Oui. Vous avez fait beaucoup de voyages en vélo, justement ? Oui, j'ai fait plusieurs voyages à vélo. Le premier était initiatique, de faire Lausanne-Pékin. C'était pour aller... Quelle initiation, là Voilà. C'était une belle initiation. J'étais allé voir les JO, en fait. Je suis arrivé 2 semaines après, mais c'est pas grave. C'est pas la destination qui est l'objectif, mais vraiment, c'est le chemin et les vécus, en fait, qu'on a sur la route. Ouais. Lausanne-Pékin ? Oui. Combien de temps ? Ça m'a mis 4 mois en 2008. Ouais. Et après, on est reparti une année autour du monde avec ma femme. Là, c'était en 2013. Et donc là aussi, des belles expériences en fait qu'on a pu collecter sur la route, des rencontres vraiment qui nous ont marqués, finalement, qui transforment nos vies aussi au quotidien ensuite. Ouais. Excusez-moi, je pense à une question toute bête, mais quand on se fait 4 mois de vélo comme ça, on a pas mal aux fesses quand même. Non, en fait, on s'habitue. Non, mais le corps est une machine assez exceptionnelle, donc c'est clair. Au début, on peut avoir en fait quelques adaptations, quelques réglages à faire pour que ça fonctionne bien. Mais après, en fait, le corps s'adapte énormément, et même je roulais passablement dans ce voyage-là, et mes muscles se sont adaptés, et j'étais beaucoup moins adapté à la marche ensuite. Et c'est vrai que je prenais le vélo pour aller partout. C'est vrai que on s'adapte vraiment en fait à cette situation, et le corps arrive délivrer en fait une performance assez impressionnante musculairement parlant. Lausanne-Pékin, c'est inimaginable comme à vélo. Fantastique. Félicitations pour ça. Ça, c'est une des histoires que vous racontez notamment dans le cadre du festival. Alors, on aura l'occasion d'en parler plus précisément dans quelques instants. En tout cas, chapeau. Ça se passe près de chez vous. Ça se passe près de chez vous.
Ça se passe près de chez vous et on parle de Festivélo, événement qui se déroule, je vous rappelle, ce week-end du 1er au 3 novembre. C'est la 7e édition, ça se passe du côté de Lausanne. Et pour en parler ce matin, je reçois Edgar Haldiman-Sandel. Merci d'être avec nous, d'être là pour nous parler de cet événement très attendu, en tous les cas, pour les passionnés de vélo. Et puis peut-être pour celles et ceux qui ont envie de s'y mettre pour de bon, hein. C'est ça un peu l'idée? Oui, absolument. Donc c'est vraiment le but de pouvoir rassembler en fait des gens qui viennent partager leurs expériences de la route, donc qui sont partis découvrir le monde à vélo. Et du coup, en fait, c'est aussi l'opportunité. On a créé tout autour en fait des ateliers pour permettre de partager sur comment est-ce que je peux faire si c'est mon premier voyage à vélo, quelles sont les informations que je dois avoir, quels sont les éléments matériels, etc. Donc de vraiment avoir toutes les informations pour prendre la route à son tour. Donc on vient d'une part s'inspirer et d'autre part se renseigner pour pouvoir en fait à notre tour en fait vivre des expériences à vélo. Donc on a vraiment un set d'ateliers qui répond à ça. Il y a aussi des ateliers mécaniques, voilà, ça, ouais. différents éléments comme ça qui nous permettent vraiment de répondre à toutes les questions en fait des gens. Donc les ateliers sont vraiment un format en fait questions-réponses où vraiment on a toutes les réponses qu'on veut si on a envie de les poser. Ouais, c'est effectivement hyper important. Alors vous qui avez fait, vous le disiez tout à l'heure, Lausanne-Pékin en vélo, en 4 mois de vélo, quels ont été les principales, on va dire, défis ou contraintes que vous avez peut-être pu vivre sur la route? J'imagine qu'il y a eu des crevaisons ou des choses comme ça, des déraillements et compagnie. Quelles sont les principales problématiques auxquelles on peut être confronté quand on part à l'aventure en vélo comme ça? Alors, les problématiques finalement sont des expériences. Ouais. Donc, pour moi, en l'occurrence en 2008, on n'avait encore pas les outils digitaux d'aujourd'hui. Le smartphone émergeait tout juste. Moi, j'en avais pas du tout. J'avais à la limite pas de téléphone. Et c'est vrai que à cette époque-là, on avait encore des cartes papier. Et c'est vrai que avec une carte papier, c'est un petit peu différent de la navigation d'aujourd'hui où on sait en fait où est-ce qu'on se trouve exactement sur la carte. Ouais. Et il y avait des cartes en Asie centrale de l'ex-URSS où ils avaient dessiné les routes sans les construire. Et donc ils avaient anticipé la carte par rapport à la réalité et je m'étais retrouvé sur des routes en fait qui finalement n'existaient pas. Donc il y avait encore le bulldozer tout au bout puis plus rien. Et donc c'était des moments assez sympathiques. Finalement sur le moment c'est un peu difficile parce qu'on se dit tiens comment j'arrive pour ressortir 2 jours en arrière dans la montagne, etc. Mais en fait ça crée des expériences qui sont inoubliables et pour moi ça reste des événements marquants qui ont écrit finalement mon histoire et comment j'ai pu sortir de ces travers-là sans pour autant me mettre en risque dans tous les cas. Ouais. Il y a un côté débrouille aussi, hein, on doit un petit peu faire avec, on doit apprendre à se démerder comme on dit chez nous, quoi. Oui, c'est ça, mais finalement c'est ce qu'on voit un petit peu partout où on va, c'est que partout où on va où il y a des gens, finalement en fait tout ce qu'on a besoin c'est de pouvoir manger, c'est de pouvoir dormir, des fois un petit peu plus au chaud en fonction des températures extérieures. Donc partout où il y a des gens qui vivent, finalement on arrive en fait survivre avec eux parce que eux ils y arrivent bien, donc il n'y a pas de raison que nous on n'y arrive pas en fait dans le même contexte qu'eux. Et donc on voit que finalement on a assez peu de risques quand on voyage parce que là où il y a des gens qui habitent, on peut aussi y être. Bien sûr. Ouais. Et la météo, parce que des fois, j'imagine que on peut avoir très très chaud, comme on peut avoir froid, comme on peut se prendre une tempête dans la poire. C'est pas, franchement. Oui, la météo, elle fait partie du voyage finalement. Et on apprend en fait en voyage aussi à aimer en fait ces moments où la météo elle change. Ça serait pas marrant si c'est tout le temps le beau fixe, le soleil, etc. Si on a la pluie, au fait, ça nous permet aussi d'avoir des fois des paysages qui sont un petit peu différents. Il y a des moments de brume. Ça crée en fait d'autres sensations aussi sur le corps. C'est agréable d'avoir la pluie finalement. Ouais. Quand on est dans notre mode de vie où on doit en fait suivre notre agenda, si on est mouillé, c'est problématique. Si on est en voyage, on a le temps. Si on est mouillé, en fait, c'est pas grave. On peut se changer. On a d'autres habits à mettre et c'est ok. Et donc on peut accepter plus les éléments, puis c'est au niveau sensoriel aussi quelque chose qui est agréable en fait. On quitte cette sédentarité, on est en osmose finalement avec la... Oui, c'est ça, on est en contact avec la nature en permanence. Voilà, si on campe par exemple, dès le matin, en fait, on est déjà dans la nature, on a les bruits, on a vraiment les odeurs, on sent en fait la nature qui nous entoure. C'est pas le cas quand on est dans un appartement, donc c'est vrai que ça crée un éveil finalement à tout notre environnement et ça c'est vraiment des moments qui sont vraiment chers dans le voyage à
vélo, c'est quelque chose qui nous connecte beaucoup en fait à la nature, qui nous connecte en fait finalement au cycle du soleil finalement, parce qu'on va dormir quand il commence à faire nuit, puis on se réveille quand il commence à faire jour, peu importe l'heure finalement. Et donc on vit en fait en cycle avec la nature, et ça c'est quelque chose qui fait du bien en fait. C'est des pauses respiratoires. C'est ça, à son rythme, parce qu'il n'y a pas de course, on est bien d'accord, on se fait plaisir, on y va. Absolument. C'est ça qui est le plus important. Évidemment, les vrais vélos, on ne parle pas de vélo électrique là. Alors, il y a de tout. Il y a de tout. Donc, en fait, il y a autant de voyages à vélo que de personnes, en fait, qui existent. Et pour moi, en fait, on ne doit pas opposer, en fait, le vélo électrique au vélo traditionnel musculaire. Donc, il y a vraiment toutes les formes qui peuvent exister en fonction de qui on est, de nos capacités musculaires. Et le plus important, en fait, c'est de réussir à oser prendre la route, avoir, en fait, ce qu'il nous faut pour vivre des expériences de ce type-là, et surtout pas se contraindre en disant moi j'y arriverai pas en mon vélo musculaire, du coup je n'y vais pas, et ça serait absurde. Quels sont les principaux thèmes qui vont être abordés lors de ces des conférences qui vont être données durant ce Festivélo qui a lieu, je rappelle, ce week-end du 1er au 3 novembre? Alors le programme, il est composé de conférences très variées, et c'est vraiment le but de notre programmation, avec des voyages en fait, par exemple sur un mois au Kyrgyzstan, ou des voyages en fait en vélo et voilier pour aller jusqu'en Amérique du Sud, et retour en voilier aussi, des voyages qui ont été jusqu'en Malaisie. Ça c'est vraiment le programme du vendredi soir qui est composé autour de ces 3 conférences. On a aussi des voyages qui ont été plus dans le Moyen-Orient, en fait, depuis l'Iran, la péninsule arabique, de vraiment aller explorer ces régions en fait qui sont moins courues en fait des voyageurs à vélo, et qui amènent aussi des perspectives très intéressantes finalement qu'on n'a pas dans la conception occidentale en fait, ou la vue occidentale qu'on a le narratif de ces pays. Et c'est vrai que ça donne en fait une autre vision de ces parties du monde. Voilà, on a aussi d'autres voyages qui sont des voyages qui ont amené en fait finalement qui sont plus introspectifs, qui parlent en fait vraiment d'une rupture en fait ici par rapport au travail, etc. Le besoin en fait de reprendre sa liberté, de ressourcer en fait ces personnes. Donc on a 2 voyages en fait qui parlent vraiment de ce moment en fait de reconstruction, et je pense que c'est aussi important. Je pense que notre société a aussi besoin de ça, de trouver en fait les voies vers la reconstruction. C'en est une parmi d'autres, mais je pense qu'elle est importante aussi à mettre en valeur. On a des voyages avec des familles qui sont parties, avec des enfants petits, moyens, grands, et donc c'est vraiment toutes ces panoplies en fait finalement qu'on cherche à mettre en lumière aussi dans le festival. J'ai vu qu'il y avait des ateliers aussi, des ateliers pratiques donc, qui vont être proposés. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a peut-être la possibilité d'apprendre à changer une chambre à air. Qu'est-ce qui est présenté Oui, absolument. Donc là, dans l'atelier pratique, le but, c'est de faire. Donc c'est vraiment de vous aider à comprendre en fait comment est-ce qu'on peut typiquement changer la chambre à air. Et donc là, souvent, soit vous prenez votre vélo, soit il y a un vélo qui est sur place où vous pouvez avoir un peu de pratique. Et c'est des ateliers qui ont de plus en plus de succès. C'est vrai que ça rassure aussi de savoir faire les gestes de base, et qu'on sait se débrouiller un petit peu partout. Et c'est valable autant pour le voyage à vélo que finalement le vélo au quotidien. Bien sûr. Et puis j'imagine que vous préparez aussi, vous aidez à préparer ce voyage. Hein. Si on part 4 mois sur la route, j'imagine qu'il faut prendre l'essentiel avec soi. On ne peut pas commencer à prendre toutes ces affaires qu'on a à la maison. Ça aussi, comment choisir les bonnes choses à prendre, les habits qu'il faut prendre, la technique qu'il faut avoir pour pouvoir peut-être justement réparer une panne au cours de route. Tout ça, vous êtes là pour expliquer finalement, oui, et donner les bons conseils. Exactement, on a deux ateliers qu'on appelle premier voyage mode d'emploi, qui donne vraiment tout ce que quelque part vous pouvez mettre en sacoche, qui vous aidera en fait sur la route. Mais globalement, on a besoin surtout d'un vélo. Ça c'est la partie essentielle. Un bon vélo. Un bon vélo, mais finalement un vélo qui roule, c'est ça qui est le plus important, et ça nous permet déjà de prendre la route. Et après, on a certains voyageurs qui étaient partis avec rien d'autre qu'un vélo, et qui au cours de leur route, ils ont eu un sac de couchage d'un coup, une sacoche, et puis ils ont composé finalement même leur matériel en route. Alors c'est un cas un peu extrême, mais néanmoins en fait
on peut partir avec assez peu de matériel et pour vivre déjà des expériences d'1, 2, 3 semaines. Bien sûr, si on part 3 mois et qu'on a des températures de 40 degrés à moins 10, on va avoir d'autres besoins en fait en matériel. Donc on a typiquement un workshop pour voyager en hiver qui nous permet de vraiment comprendre c'est quoi les équipements qu'on a besoin dans ce contexte spécifique. Mais généralement les gens partent plutôt sur des périodes de chaleur et donc là il y a moins besoin de matériel en fait et de volume d'affaires en fait pour partir. Donc c'est des voyages alors où il faut évidemment être prêt à affronter psychologiquement et physiquement tout ceci, mais c'est moins coûteux aussi. C'est des vacances, ou des voyages ou des aventures qui sont pas trop onéreuses. Alors tout dépend en fait de la façon dont on voyage, c'est clair. Et donc il y a la préparation physique, ça c'est une question de choix. Donc si typiquement on a une tente avec nous, ça nous permet de faire 10 km si on veut un jour et puis 8 tentes un autre jour. Et ça c'est vraiment à nous de choisir en fonction de notre forme du moment. Et c'est clair que du moment qu'on a une tente et qu'on peut camper globalement en Europe, c'est possible de le faire un peu partout. Et on en parle aussi dans les ateliers premier voyage. C'est vrai que du coup c'est beaucoup moins onéreux que d'avoir des hébergements en duel. On sait que les hébergements sont plutôt chers en Europe occidentale en tout cas. Et pourquoi pas le faire aussi en famille, on le disait tout à l'heure, ça peut être aussi un bon moyen de passer un bon moment et de se ressourcer aussi en quelque sorte. 2 mots sur l'aspect écologique. Est-ce que Festivélo met-il en avant l'alternative écologique justement? Est-ce que c'est aussi un bon moyen aussi de switcher, de se dire qu'on peut peut-être passer à des manières de consommer différentes? Oui, absolument. Finalement, ça fait partie des valeurs du voyage à vélo. On va vers de la simplicité, une forme de sobriété. Quand on est en voyage, en fait, on ne peut pas avoir toute notre maison avec nous. Donc, on a vraiment des affaires restreintes et on voit que ça fonctionne. On n'a pas besoin, en fait, de tout le matériel qu'on trouve dans notre appartement. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous aide à voir quel est l'essentiel dont on a besoin pour vivre et qui, quelque part, nous amène, en fait, naturellement à questionner un petit peu nos vies frénétiques, on va dire, d'ici, avec beaucoup d'agitation, beaucoup de sollicitations, et on arrive vraiment se recentrer sur qu'est-ce qui sont vraiment nos besoins fondamentaux. Et parmi ceux-ci, on trouve dormir, on trouve manger, on trouve le besoin de rencontrer des gens, on trouve ce besoin, en fait, de vivre des expériences. Et je pense que ça revient, en fait, au fondement, en fait, de ce qu'on a besoin. Tout le reste peut être que des artifices. 2 mots sur les pistes cyclables. Il y a ceux qui les critiquent, et ceux qui les décrient, et ceux qui les encensent. Votre avis là-dessus? C'est bien? C'est pas bien? Il y en a assez? Est-ce qu'il y a encore mieux à faire? Alors, ça dépend où. C'est clair que si on prend l'exemple du Danemark, on va trouver en fait des pistes cyclables quasiment partout, même les plus petites routes dans la campagne, elles ont une piste cyclable en site propre juste à côté, même s'il y a 2 voitures par heure qui passent sur la route. C'est pas le cas partout chez nous. Donc, en effectif, on voit qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire par rapport à ça. On n'a pas la même topologie non plus de terrain, donc il y a besoin en fait de gérer ces espaces pour qu'il y ait plus de sécurité. Et je pense que les cyclistes les plus avancés ou les plus expérimentés arrivent à vivre avec un trafic un peu plus intense, mais quand on a par exemple des enfants, c'est vrai que c'est parfois désécurisant d'être sur certaines routes chez nous. Cet événement s'adresse à qui? À tous ceux qui aiment le vélo et tous ceux qui peut-être sont intéressés ou curieux finalement. Oui, absolument. Donc c'est vraiment un événement qui s'adresse à tout le monde, tous ceux qui souhaitent découvrir en fait une autre forme de voyage ou qui sont intéressés par le vélo et qui souhaitent en fait explorer en fait des nouvelles potentialités pour eux. Et donc c'est vraiment un événement ouvert à tous. On m'a demandé si c'était un événement privé. J'ai dit non, c'est un événement effectivement public. Donc vous pouvez en fait venir sur le site du festival qui se trouve en fait juste en dessus de Ours, à l'aula du collège de Béthusie. Et on vous conseille de venir un tout petit peu en avance pour prendre votre place, pour vous assurer d'avoir une place disponible. Il n'y a pas de pré-réservation, donc il faut vraiment venir au festival directement, profiter de l'atmosphère, les stands et les ateliers qui sont gratuits, et puis des conférences, elles sont payantes. Et j'aime bien dire, quand je parle de l'entrée, on avait en fait
fait l'année passée un bénévole qui me disait mais Edgar, tu sais, c'est fou, je crois ça fait 1 heure que je vois passer des gens, je dû en voir quelques centaines et ils sont tous gentils. Et c'est vrai que ça retraduit un petit peu l'atmosphère du festival où finalement on se met dans un contexte où on est dans le positif, on voit en fait les choses, on est conditionné en fait sur finalement l'ouverture qu'on a quand on est en voyage, comment on est dans la nature, en contact et on s'ouvre vers les autres. Et dans le festival en fait cette atmosphère, au fur et à mesure que les conférences avancent en fait se reproduit et on retrouve cette facilité d'interaction, cette connexion avec les humains, et ça c'est quelque chose qui nous est très cher et qui nous fait vibrer finalement au cours du festival. Oui, tellement important. Ola du collège de Béthisy, du premier ce week-end tout simplement, au 3 novembre, 1er au 3 novembre, c'est la 7e édition de Festivélo. Il y a un site internet, c'est festivélo.ch. Soyez nombreux si vous avez envie de découvrir les aventures à vélo, si vous avez plein de questionnements autour du vélo, vous l'avez compris, Edgar Aliman-Sardel vous accueillera les bras ouverts durant cette 7e édition. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? On peut souhaiter un super festival et que le public vienne en nombre découvrir le voyage à vélo. Oui. Alors plein succès en tous les cas pour cette 7e édition. Merci de nous avoir fait voyager en vélo ce matin. On vous retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.